Salut à tous, aujourd'hui je reçois Thomas, le cofondateur de la plus grande agence d'influence en Belgique. Ça s'appelle Beanfluence, aujourd'hui ils font entre 4 et 5 millions de chiffres d'affaires par an. Ils ont plus de 30 employés, on va voir toute l'évolution de l'agence, on va voir comment gérer une équipe, on va voir tout le parcours entrepreneurial de Thomas, on va essayer d'en apprendre beaucoup plus sur lui. Il va aussi nous raconter l'anecdote du premier contrat, l'anecdote du lancement du projet. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Salut Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, un peu forcée. Non, pas du tout, avec plaisir, je suis ravi d'être là. Non, pour expliquer, c'est via Antoine qui a partagé sur LinkedIn et qui a dit Thomas, est-ce que tu peux venir dans le podcast en public, mais donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté. Mais donc Beanfluence maintenant, je l'ai un peu précisé dans l'intro, mais Beanfluence c'est la première agence en Belgique. Vous êtes plus de 30 employés, vous travaillez avec Duvel, Nestlé, la Commission européenne, le Parlement belge si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pouvais imaginer ça en 2017 quand tu étais aux études à Solvay et que tu as lancé ça? Est-ce que c'était l'objectif même d'en arriver là, plus loin, moins loin Est-ce que c'était l'objectif? Ouais, et même beaucoup plus loin. Notre ambition, elle s'arrête pas là. Après, est-ce que je pouvais m'imaginer en 2017 quand on était Boris et moi dans un local de l'ULB avec des hypothèses et aucun client? Non, enfin, c'est toujours, tu vois, on a toujours voulu arriver là où on en est aujourd'hui, mais au début, voilà, c'était une étape après l'autre et c'est clair que ça a décollé beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer à la base. Ok, et justement, tu peux raconter dans ce local de l'ULB là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce local de l'ULB Il s'est passé plein de trucs. Il s'est passé plein de trucs. Nous, à la base, on était 3. Ça, c'est une partie importante de l'histoire. Donc, il y avait Boris et moi, mais il y avait aussi Quentin. Et en fait, Boris et moi, on s'est rencontrés via Quentin. Et Boris et moi, on s'est rencontrés pour Beanfluence. Parce que moi, j'étais pote avec Quentin et Boris était pote avec Quentin. Et à la base, on n'avait pas du tout en tête de faire une agence d'influence comme on en est une aujourd'hui. On avait en tête de créer de la visibilité sur les réseaux sociaux pour des marques en créant des filtres à mettre sur ses photos Facebook à l'époque pour avoir un truc un peu contextuel en mode ta nouvelle photo profil c'est toi avec un casque et ben hop tu mets un petit filtre Spotify en bas et ça crée la visibilité pour Spotify. Idée de merde, hein, je suis entièrement d'accord avec toi. Horrible, mais en fait on était parti à fond là-dedans, on avait développé une app et tout et on avait essayé de vendre ça à 50 marques en Belgique. Et ça n'a jamais passé. Il y a eu 49 marques qui nous ont jamais répondu. Et il y en a une qui nous a répondu, et on ne sait toujours pas pourquoi encore aujourd'hui, mais ça a été Médecins sans frontières, qui, je sais pas, nous a fait suffisamment confiance, en tout cas a été suffisamment intrigué par notre approche pour dire ok, on n'a pas tout compris à ce que vous voulez faire, mais venez nous présenter ça dans nos bureaux et on verra si on peut faire un truc ensemble. Donc nous, évidemment, on était tout fous, on a mis notre plus beau costume, la cravate et tout pour aller chez MSF à Bruxelles, qui nous ont évidemment accueillis en pull et voilà. Et on a fait une présentation dégueulasse, horrible, avec des hypothèses, etc. Et à la fin, ils ont dit, ok, on n'a toujours pas tout compris, mais let's go. Mais let's go, on vous fait confiance sur... on a une campagne là qui veut justement parler aux jeunes sur les réseaux sociaux. On a évidemment une campagne traditionnelle sur le côté. On a une agence d'influence traditionnelle à l'époque qui travaille avec des très très gros influenceurs qui va faire la campagne. Et puis il nous reste un petit budget pour vous. Montrez-nous ce que vous savez faire. Nous on était comme des dingues déjà. Déjà ils acceptaient qu'on fasse le test. En plus ils nous filent un budget pour faire ça. Et en fait on s'est dit ok let's go. Et le pitch de cette campagne c'était on va trouver 100 personnes qui vont utiliser le filtre MSF sur leur photo de profil Facebook à travers notre app. Et donc pour les besoins de cette campagne, on avait trouvé un dev à l'époque qu'on avait dit on va tester ensemble la collab sur cette première campagne et si ça marche bien, let's go, tu deviens le 4e cofondateur et on fait cette idée-là. Donc il développe le truc, premier jour de la campagne, genre minute 1 du lancement, on avait dit à tout le monde allez sur l'app, c'est bon, mettez votre filtre et puis postez. L'app crash, évidemment, tu vois, genre, classique. On appelle le dev qui lui était parti en vacances entre temps
On lui dit, bah frérot, genre là ça crache, faut faire un truc et tout. Il nous dit, bah non, moi je suis en vacances, je veux profiter de mes vacances, Oh, putain, etc. ça Donc on est là, ok, donc jour 1, on vire le dev, l'app marche pas, et on se dit, mais putain, c'est trop la merde. Nous on s'est engagé vis-à-vis de MSF, comment on va faire la campagne? Et vous avez fait comment là? Et en fait, c'est là où est venue cette notion de nano-influence. On s'est dit, bah, tant pis pour le filtre, ce qu'on va demander, c'est on va trouver 100 personnes qui vont parler de Médecins sans frontières, pas via leur photo de profil, mais via une publication Facebook qui va expliquer un peu voilà, quelle est la situation. C'était pour une campagne en République centrafricaine à l'époque, qui sortait d'une guerre civile, il y avait des besoins sanitaires énormes. Et le problème qu'avait identifié MSF, c'est que très très peu de personnes connaissent la République centrafricaine et savent même que c'est un pays. Tu vois. Et donc la campagne était en 2 temps. Un premier temps où les gens devaient sortir une dinguerie sur la République centrafricaine, en mode ah ben trop bien comme pays pour faire du ski, trop bien comme pays pour voir des tigres, etc., etc. Et dans un deuxième temps, faire un peu un reveal choc en disant si vous pensez que la République centrafricaine c'est un bon endroit pour faire du ski, entre guillemets, vous faites partie du problème. La République centrafricaine, la vraie chose qu'il faut savoir dessus, c'est que ça sort d'une guerre civile et qu'il y a des besoins sanitaires énormes, et donc soutenez MSF dans sa mission. Okay. Et nous, à la base, on ne devait pas du tout faire ça, mais en fait, on s'est dit comment essayer de rattraper le coup. Donc, on a réfléchi à ça, on l'a pitché en 4ème vitesse à MSF qui nous a dit en fait, on n'a pas le choix, donc faites-le. Et on l'a fait, et pendant une semaine, on a fait l'ULB 24 heures sur 24 à demander à nos potes de potes, et après même des inconnus sur Paul Léger, si vous voulez bien, en échange de 5 €, soutenir MSF et faire une publication sur leur réseau. Et on a fait ça, on est arrivé aux 100 personnes. Et ça a fonctionné? Et ça a fonctionné de dingue. Mais nous, on ne savait toujours pas. C'est-à-dire qu'on a récolté les résultats de la campagne, genre le nombre de likes, les commentaires, etc. On ne savait pas ce que ça voulait dire. On a envoyé les résultats à MSF. Et puis, ils ont dit, ok, bah, très bien, vous pouvez venir au bureau pour un débrief. Et on va au bureau. Et le digital manager de l'époque, qui s'appelle Thibaut, qui est toujours un pote, nous a dit, bah voilà, ça, c'est les résultats de la campagne classique. Ça, c'est le résultat de la campagne de l'agence d'influence traditionnelle avec des gros influenceurs. Et ça, c'est vos résultats. Nos résultats étaient méga plus élevés que tous les autres résultats de la campagne. Et Thibaut nous a dit, ben, moi, j'ai sincèrement jamais vu des résultats comme ça pour ce budget-là. C'est trop bien. Et nous, ça nous a validé, en fait, nos hypothèses de se dire, ok, tant pis pour l'app, genre idée de merde, en fait, et tout. Ce qui compte aujourd'hui sur les réseaux, c'est l'authenticité du message et la proximité avec ta communauté. Comment tu peux maximiser ces deux choses-là en passant par monsieur et madame tout le monde qui ne sont pas Kim Kardashian et qui ont que leurs amis et leur famille sur leur réseau. En fait, on va appeler ça de la nano-influence. Et on a été un peu les premiers en Belgique à créer ce terme-là. Et à partir de là, on s'est dit, let's go, on va essayer de vendre ça quoi, maintenant. Incroyable. Et donc là, vous avez continué du coup avec MSF après, et vous avez validé ce modèle-là et continué. Ouais, on a continué avec MSF. Le deuxième client qu'on a eu, ça a été la Commission européenne. Parce qu'en sortant d'MSF, le melon stratosphérique de dire qu'on est les rois du monde, let's go, on va contacter la Commission européenne, qui ont été assez dingues aussi pour nous répondre, en disant venez dans nos bureaux nous présenter ce que vous faites, on n'a pas tout compris, mais comme Médecins sans frontières vous fait confiance, ça, c'est dingue, on est intéressé. Donc là, pour le coup, on est vraiment allé en costume cravate et on n'était pas détonnant avec la commission. On a présenté ça. Ils ont donc la nouvelle version de dire on va passer par des nano-influenceurs, etc. pour porter votre message. La commission dit mais hyper intéressant, nous on a une campagne justement cet été, donc été 2017, pour demander aux jeunes leurs attentes par rapport à l'Europe d'ici à 2030 et qu'ils nous fassent un peu des témoignages sur les réseaux sociaux. On dit, trop bien, c'est parfaitement ce qu'on veut faire, trop cool. Et puis la commission dit ok, super, mais par contre, nous étant la Commission européenne, on a un besoin de campagne dans 6 pays différents. Et nous, on avait fait une campagne avec nos potes et nos potes de potes pour MSF sur l'ULB, tu vois. C'est vraiment au culot, quoi. Et on a dit, on s'est regardé avec Boris et Quentin, et on a dit, ouais, let's go, pas de problème, tu vois. On sort de là, on se dit, putain, on est trop cool, genre, pourquoi on a dit oui, on va se faire rétamer, impossible et tout. Et on s'est dit, maintenant, on est engagé dans le classement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des potes ou des potes de potes dans chacun des pays clés pour la Commission européenne. On les a transformés en country manager Binfluence et chacun a eu un petit budget pour gérer et trouver justement les nano-influenceurs dans ce pays-là. Au total, il y en avait plus de 500 créateurs qu'on a dû activer sur 2 mois. On a fait la campagne, il y a eu plein de problèmes, mais finalement on a réussi à
elle a délivré, les résultats étaient incroyables, la Commission européenne était trop contente. On bosse encore aujourd'hui avec la Commission européenne. Et à partir de là, quand tu as Médecins sans frontières et la Commission qui te font confiance, ben, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir des portes. Ouais. C'est incroyable le culot parce que vous n'avez toujours pas d'influenceurs. Au moment où vous êtes à la Commission, vous dites oui. Vous n'avez même pas d'influenceurs, même en Belgique, ni même partout en Europe. Quoi. Ouais. Et c'est à l'audace où vous y allez. Ouais, vraiment. Et pour reprendre le début de Beanfluence, j'ai lu un article qui est sorti il y a 1 mois dans l'Echo, où on dit, nous, on voulait lancer notre boîte un peu au début pour faire les malins, entre guillemets, de se dire, allez, on lance notre agence. C'est vraiment ça ou C'est vraiment ça. Nous, Bean, on a lancé ça, donc on était encore étudiant en Master 1 à Solvay. Il faut savoir que moi j'étais très dans le monde extra-académique, genre cercle, baptême, etc. J'étais vice-président, bref, j'avais beaucoup en TD, pas beaucoup en cours. Mais on avait toujours été intrigués par l'entrepreneuriat. Et 2017, c'est un peu la grande époque en France de The Family, la montée en puissance des startups, etc. Et on avait cette envie profonde de lancer quelque chose, mais jamais on s'était dit que ça allait devenir notre métier. On s'était dit, on lance un projet pour dire pour pouvoir dire qu'on est entrepreneur, on verra bien ce que ça donne, mais c'était une demi-blague, tu vois, et même quand on a fait nos premières campagnes, avec MSF, avec la commission, on s'est pas dit, tiens, il y a un let's go, on va faire que ça de nos vies. Genre pendant 2 ans, on a fini nos études, on allait toujours en TD, on allait toujours en cours, et Beanfluence, on le faisait un peu sur le côté sans se mettre à fond dedans. Et donc c'était un peu pour la blague, parce que nous, le scénario le plus probable, c'était que la blague, elle s'arrête à un moment, et qu'on arrête, et que ça fasse une belle expérience à mettre sur nos CV, et qu'on trouve un taf comme tout le monde. Et là, la blague dure un peu longtemps. La blague est beaucoup trop longue, là. Et pourquoi tu penses que t'y croyais pas, entre guillemets Est-ce qu'il y avait... On n'a pas été assez éduqués à ça, tu penses? Ou pourquoi est-ce que tu le voyais un peu comme une blague, et au final, entreprendre en tant qu'étudiant, au final, ça va rester une blague et on va pas aller beaucoup plus loin, et que tu pouvais pas vraiment cette ambition-là d'arriver... Énormément de facteurs, je pense, autant contextuels que perso, tu vois, genre, nous, à Solvay, t'es pas poussé vers l'entrepreneuriat, en tout cas à l'époque, tu étais pas du tout, je pense que ça a évolué un peu maintenant, mais vraiment, l'entrepreneuriat, t'avais 2 cours hyper théoriques, et tous les rôles modèles, entre guillemets, qu'on avait à Solvay, c'était des gens qui étaient rentrés dans le conseil ou qui étaient rentrés dans des grosses boîtes, etc. Mais pas qui avaient lancé leur propre entreprise. Donc il y avait déjà ce premier truc-là de se dire, en fait, nous, on fait Solvay, donc pourquoi est-ce qu'on lancerait une boîte, tu vois. Ensuite, il y avait le côté syndrome de l'imposteur. Qui on est, nous, 2-3 étudiants de 22 ans pour lancer une boîte qui va nous permettre d'en vivre à la fin de nos études? Personne. Donc pourquoi est-ce qu'on y arriverait? On ne sait pas, donc certainement qu'on n'y arrivera pas. Et donc voilà, pas trop se mettre non plus d'objectifs ou d'ambitions ou de rêves démesurés dans la tête, alors qu'il le faut en vrai. Et après, il y avait le côté, alors pour le coup très personnel, mais c'est aussi à peu près la même chose pour Boris, on n'a aucun entrepreneur dans la famille. Tu vois, c'est pas du tout un schéma qui était habituel pour nous. Et donc, moi, mes parents, quand je leur ai dit que je lançais une boîte, pour eux, c'était une blague. Tu vois. Et mes parents, ils ont compris que ma blague n'en était pas une le jour où on a recruté notre premier CDI. Et avant ça, tous les mois, ils me disaient, ok, c'est quand que tu arrêtes ton projet et que tu trouves un vrai travail, tu vois. Pourquoi tu postules pas à des trucs, etc. Et voilà, il y a plein de moments où ça a été hyper dur aussi dans l'aventure, et on s'est dit, ok, on va arrêter, etc. Et genre, on s'est dit, mais des quinzaines de fois. Donc tout ça a fait que on n'arrivait pas 100% dès le début à se dire ouais, on est sérieux. Tu vois, c'était aussi un peu pour se protéger vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos potes, vis-à-vis de comment on pouvait nous voir. Si ça ratait, on aurait toujours pu dire c'était juste une blague, un projet, tu vois, c'était une blague. Et puis voilà. Ouais, c'est complètement être vulnérable de mettre son projet en avant, de dire moi j'ai vraiment des ambitions et c'est mon projet. Parce que derrière, si t'es chaud, je pense que l'échec est quand même assez mal vu, en tout cas encore ici. Et donc ça, c'est assez compliqué, quoi. Ouais, mais c'est important que l'échec soit mal vu, parce que nous, c'est ce qui nous a permis de le refuser, l'échec, tu vois, et de se dire, on veut pas échouer. On veut pas paraître pour des gens qui ont échoué dans leur projet. Et vu que personne ne croit en nous, ça nous donne encore plus d'envie, tu vois, c'est un peu une rage de se dire, on va leur montrer qu'on peut y arriver. Donc ouais, mais après c'est cette ambivalence quoi. Ouais, et en plus au-delà d'entreprendre,
un simple projet, entre guillemets. En 2017, quand vous allez lancer une agence d'influence, euh, personne ne comprend rien. Random de Personne ne ouf. comprend rien. À la limite, vos potes peut-être, mais Ouais. votre famille, votre entourage, ils n'y comprenaient rien, quoi. Non, ils comprenaient pas. Nos potes, ils comprenaient peu, genre, c'est-à-dire qu'ils pensaient que, ah oui, ils lancent une agence d'influence, mais ils connaissent pas Kim Kardashian, tu vois, donc pourquoi est-ce qu'ils lancent une agence Mhm. d'influence? C'est quoi, Ouais. c'est quoi ce délire? Et les clients même ne comprenaient pas totalement. Nous, quand on a lancé, euh, l'influence déjà, c'était assez confidentiel en Belgique. Alors notre approche de dire, bah non, on va pas prendre des gros, on va prendre des tout petits, tu vois, c'était inimaginable pour tout un tas de clients. Et il y a eu des clients qui ont été assez audacieux pour nous faire confiance. Et puis parce que ben, le discours qu'on tenait théorique faisait du sens. Mais on a dû se battre tellement de fois vis-à-vis de clients pour, un, leur faire comprendre que l'influence était intéressant pour eux. Et puis deux, bah, de faire de l'influence via nous et notre approche un peu innovante Ouais. par Enano, quoi. Et quelle vision tu as justement par rapport au monde de l'influence comme il est aujourd'hui? Si on voit toute l'évolution qu'il y a depuis le 2017, ben, tu l'as bien vu Ouais. évoluer à mon avis. Et le monde de l'influence, il y en a certains qui ont des très bons avis dessus, parce qu'on peut avoir une très bonne vision sur le monde de l'influence, avec des campagnes que vous avez menées qui ont vraiment un impact positif, et des campagnes qui ont vraiment du sens, Ouais. et d'autres campagnes qui en ont beaucoup moins. Tu as certainement quelques exemples en tête comme Ouais. j'en ai. Quel est ton avis justement là-dessus, et comment parvenir à dire non, nous on n'est pas et on ne travaille pas avec ce type d'influenceurs comme on y pense, et on fait pas ce genre de campagnes qui n'ont pas de sens. Ouais. Comment éduquer justement ton audience à propos de ça? Alors déjà, par rapport à l'influence, ben, il y a des cons partout. Et donc, il y a aussi des cons en influence. Et l'influence, faut pas oublier que oui, c'est de l'humain, oui, c'est des créateurs et des créatrices de contenu. Mais au niveau plus business, c'est un outil. C'est un outil comme un autre. Et si une marque veut utiliser l'influence à mauvais escient, eh ben, elle pourra le faire. Et si une marque veut utiliser l'influence à bon escient, ben, elle a tout intérêt à le faire. Aujourd'hui, l'immense majorité de l'influence, c'est de l'influence responsable, c'est de l'influence percutante, c'est de l'influence qui a des valeurs. Le problème, c'est que dans les médias, ce qui fait cliquer, c'est pas tout va bien dans le monde de l'influence, c'est ah bah regardez, c'est les influvoleurs, les influenceurs de la télé-réalité, les dingueries, etc. Évidemment, mais le problème, c'est que comme on met la lumière que sur cette minorité, des fois on a tendance à oublier que l'influence au sens majoritaire, elle est vraiment hyper carrée et hyper créative et hyper authentique et remplie de valeur. Nous, depuis le début, on n'a pas voulu faire de la télé-réalité ou travailler avec des influenceurs de la télé-réalité. Déjà parce que de manière personnelle, on n'avait pas une bonne image de la télé-réalité. Donc, on ne voulait pas s'associer avec ces gens-là. Et deuxièmement, parce que, pas de contact, parce qu'on connaissait personne dans le milieu, et parce que aller pitcher des influenceurs de la télé-réalité à Médecins Sans Frontières et la Commission Européenne, ça aurait été un non-sens complet, tu vois. Et voilà, et en fait, on est juste parti de notre envie, de nos valeurs, et de se dire, nous, on veut faire de l'influence pour des belles causes, des belles marques, et se concentrer sur une influence qui a de l'impact. Et en 2017, on commençait à sentir un peu les prémices des influenceurs de la télé-réalité qui faisaient 4 partenariats par jour, et en fait, l'impact se perdait. Et nous, on s'est dit, si on veut se faire une place dans ce marché-là, on est obligé de venir avec le meilleur service possible, qui donne les meilleurs résultats possibles. Et les meilleurs résultats possibles, c'est les nanos. C'est pas les gros créateurs, et c'est encore moins les influenceurs de la télé-réalité. Donc voilà, c'est un peu ces pensées-là qui nous ont fait dire dès le début, on va travailler avec des nanos pour des marques avec lesquelles on a envie de travailler, et pour des causes qui sont le plus nobles possible. C'est ça. Et donc si je reprends l'étape où vous vendez à la Commission européenne, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Que maintenant vous travaillez donc avec des influenceurs quand même un peu plus gros que l'entourage. Ouais. Si je prends l'exemple en Belgique, il y a Vidal, il y a Shona De Witt, il y a David Dieu, enfin qui font partie de la Sway Crew, ça si je ne me trompe pas. Mais donc quelle a été l'évolution pour passer de ce contrat-là avec la Commission européenne aux nombreux autres contrats et développer vraiment BeInfluence qui est aujourd'hui? Ouais, l'évolution, elle a été tortueuse. Donc la Commission européenne, c'est été 2017. Et nous, on a fini nos études en septembre 2019. De cette campagne avec la Commission européenne à septembre 2019, donc sur 2 ans, on a dû faire en tout et pour tout
8 ou 9 autres campagnes. Tu vois, c'était vraiment pas un gros rythme. Et c'était avec des clients hyper cool, mais pas énormes non plus. Parce qu'on voulait, terminer nos études, ce qui était vraiment important pour nous, parce que comme on ne savait pas encore où on allait, il faut quand même avoir un diplôme, pour nos parents surtout. Et puis parce qu'on voulait aussi, entre guillemets, profiter de notre vie étudiante. Et on ne s'est pas lancé à fond en se disant ok, maintenant on arrête les études et on se met à fond dans Bean et on verra bien où ça nous mène. Non. Donc on a un peu zigzagué comme ça. En septembre 2019, on reçoit nos diplômes et là on se dit ok, ça a suffisamment bien zigzagué pendant 2 ans pour se donner une chance de voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. On se donne 6 mois à fond full-time sur Bean. On avait amassé suffisamment de cash pour se dire qu'on pouvait se payer 1300 balles par mois, voilà, pour dire que. Et au bout de 6 mois, on fait un check et on voit si on continue ou si on arrête. Et en fait, on a énormément de chance parce qu'en octobre 2019, il y a Carrefour Belgique qui nous a contactés avec une autre agence pour nous inviter à leur appel d'offres pour devenir potentiellement leur agence d'influence. Donc, trop bien, on se donne à fond sur l'appel d'offres, on le bosse pendant des semaines, nuit blanche et tout. On le gagne, donc ouf, parce que le fait de le gagner, c'était un très très gros budget, quasiment 100 000 euros pour nous. À l'époque, 100 000 euros, gros, on était là, ok, let's go, on achète une île sur les Bahamas, trop bien. Et ça nous a suffisamment sécurisé pour se dire, en fait, si on arrive à gagner Carrefour Belgique, on peut gagner tous les autres Carrefour Belgique du pays. Et l'argent qu'on a gagné, ça nous permet, de nous sécuriser financièrement, genre de pouvoir se payer Boris et moi, et surtout de recruter et de commencer à faire grandir l'agence. Ouais. Et après, une fois que tu as gagné Carrefour Belgique, bam, tu vois, ça commence à rentrer. Il y a eu le Covid en mars 2020 où on s'est dit ok, fin de l'histoire en fait, tout le monde en ligne, tout qui s'arrête, on savait pas trop ce que l'industrie publicitaire allait décider, et ce qui était une énorme peur est devenu une énorme opportunité parce que toutes les marques ont voulu continuer à communiquer, sauf que ça servait à rien de communiquer sur des abribus ou dans des cinémas où il n'y avait plus personne. Donc tout est venu en ligne, et en ligne, la nouveauté où tout le monde s'est dit tiens, on a du budget pour les tester, c'était l'influence. Nous, ça a été vraiment, ça nous a poussé de ouf, et voilà, on a engrangé des contrats, on a recruté nos 2 premiers CDI 100% en ligne parce que confinement. Donc voilà, nos premiers recrutements ever en tant qu'être humain, ça a été via Google Meet. Et puis les 5 autres personnes derrière aussi, tu vois. Et octobre 2020, on clôture notre levée de fonds. Si tu veux, on pourra revenir un peu dessus. Donc, elle est la seule jusqu'à présent. On a levé 400 000 euros pour accélérer. Et moi, j'ai déménagé en France, à Paris, pour ouvrir Beanfluence France, parce que notre ambition, ça a toujours été de devenir la meilleure agence d'influence en Europe, pas seulement en Belgique. Et l'Europe, c'est grand, et la France, c'est très grand. Et moi, je suis français de base, donc il y avait aussi une envie de retour à la maison, et puis le côté langue, etc. Donc on a ouvert en France, et puis après... Ok, top. Et donc toute cette évolution-là que tu viens de résumer, dans les faits, il y a certainement bien beaucoup d'obstacles dont tu n'as pas parlé là. Est-ce que tu peux prendre peut-être l'exemple, une anecdote à propos d'un gros obstacle peut-être que vous avez rencontré et la manière dont vous l'avez géré à deux aussi, parce que ça, tu peux en parler aussi, ça ne doit pas être évident de parvenir à gérer ces obstacles à deux en tant que cofondateur. Pour se mettre d'accord et se soutenir peut-être dans les moments plus difficiles aussi, comme fêter aussi les victoires dans les moments positifs. Mais je ne sais pas si tu as une anecdote d'une difficulté et la manière dont vous l'avez traité. Plein, 1000. C'est jamais, c'était pas du tout un long fleuve tranquille, et vraiment il y a plein de fois où on s'est dit ok, là en fait on arrête. Et bon, finalement on n'a jamais arrêté, et tant mieux, mais il y a eu plein de moments où on n'avait plus que 2 semaines de cash sur le compte en banque. Et on se disait, genre, si là, on signe pas un contrat, et au-delà de signer un contrat, genre, que le client veuille bien nous faire un acompte, en fait, c'est fini, tu vois. On doit mettre la clé sur la porte, il n'y a plus d'argent. Et bon, on a toujours réussi à trouver le contrat qu'il nous fallait, et que le client accepte de nous payer l'acompte et tout, mais... Et ça, je t'interromps, c'était déjà le cas quand vous aviez déjà des employés ? C'était déjà le cas quand on avait des employés, ouais.
Ok. Ouais. Et là, la Avant la pression levée, est... parce qu'après la Ok. levée, ça a mis Ouais, ouais. un gros cash, donc voilà, mais Là, la pression par rapport aux employés, elle doit être grande elle aussi, est non? énorme, Elle est tu vois, énorme. elle est énormissime, et tu dis, ben, il y a des gens qui littéralement comptent sur moi pour leur fin de mois, et moi, peut-être que je vais pas être capable de les payer. Euh, donc voilà, il y a eu plein de moments comme ça. Il y a eu tellement de défaites au niveau client et commercial. Des clients qui nous disent non, qui trouvent qu'on n'a pas fait une bonne campagne, qu'on ne s'est pas bien présenté notre truc, qui nous font faire 10 rendez-vous pour in fine nous dire non. Donc ça a été dur aussi, tu vois, de se dire, ok, éternelle remise en question de est-ce qu'on est vraiment fait pour ça, est-ce qu'on est bon, est-ce que ce qu'on vend fait du sens, malgré les succès qu'on avait pu engranger. Et après, il y a tout le côté aussi, première expérience pro et notre jeunesse, où bah, il y a plein de gens qui ne nous ont pas pris au sérieux. Euh, Après, l'énorme avantage, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont dit oh, ils sont jeunes, ils sont sympas, j'ai envie de les aider un peu et je vais prendre ce rendez-vous, tu vois. Donc, voilà, toujours une Mhm. ambivalence. Et qu'est-ce que je disais juste avant? La jeunesse et Je sais pas. le... Je sais pas du coup. Mais pour Euh, rebondir du coup sur ce que tu disais, ouais. comment du coup t'es parvenu à passer au-dessus de ça, que ce soit au niveau de la jeunesse ou de ces difficultés-là, pour même au niveau mentalement, personnellement, Ouais. pour parvenir vraiment à dire ok on continue et je garde la détermination et l'ambition quoi. Ouais, bah ça c'est la relation avec ton Avec Boris, cofondateur, ouais. donc avec Boris, tu vois. Ouais. Il y a eu des moments très durs où on a dû, par exemple, bah, se séparer de Quentin, Ok. ce qui était hyper compliqué d'un point de vue pro, mais aussi d'un point de vue perso, vu Mhm. qu'on était amis et tout. Avec Boris, on est extrêmement complémentaires, donc ça, vraiment, c'est l'argument numéro un de pourquoi ça marche, c'est que ses forces sont mes faiblesses et mes forces sont ses faiblesses, qu'on est suffisamment aussi honnête avec nous-mêmes pour connaître nos forces et nos faiblesses et donc accepter que ben, l'un ou l'autre est le lead sur des décisions, sur des trucs, etc. Mhm. Donc il y a vraiment une confiance de ouf. Et aussi un gros avantage qu'on n'avait pas forcément pris en compte avant, mais c'est un truc dont on a parlé récemment justement, et on se disait ouais c'est quand même cool, c'est qu'on n'était pas potes à l'époque. Tu vois, nous on s'est rencontrés pour le projet, et toute notre relation s'est bâtie autour du projet. Mhm. Et donc il n'y avait pas d'historique de ah, ok, bah, je dois faire attention à mon amitié, je dois aménager ses sentiments, etc. Donc on a toujours été hyper transparent et radical l'un envers l'autre, ce qui nous a permis toujours de se dire les choses telles qu'elles sont, de prendre les bonnes décisions et de pas se dire ouais punaise là peut-être que je suis en train de le froisser et si je le froisse ça s'arrête et donc je perds mon amitié. Mhm. Euh, Après, on a une relation volcanique avec Boris, c'est-à-dire que genre, une fois par mois environ, on s'engueule, genre on se crie dessus, etc. Mais c'est notre manière de communiquer, c'est notre Mhm. manière aussi de libérer de la pression, de gérer le stress, etc. Mhm. Mais on s'est toujours soutenu, et comme on avait toujours une confiance absolue dans l'autre, même quand on était moins bien d'un point de vue personnel, on se disait, ok, mais en fait, Boris ou Thomas, il va être là, genre il va faire en sorte que ça marche, etc. Et ça nous a permis à chaque fois de surmonter les épreuves où il y en a plein qu'on a surmonté à deux, et il y en a plein où l'un de nous deux l'a surmonté pour les deux, Ouais, tu vois, ouais. quand l'autre n'était pas bien. Ouais. Et est-ce que toi, d'un point de vue perso, tu es déjà parvenu à faire la distinction entre le pro et le privé? Et si oui, comment justement? Parce que quand on est entrepreneur, c'est assez compliqué. Si les choses vont bien, ok, on va peut-être très bien aussi dans le perso. Mm. Si ça va moins bien, que ce soit au niveau de la relation amicale, amoureuse, etc., c'est compliqué aussi Ouais. peut-être que ça ne déteigne pas justement sur la partie perso. Est-ce que toi, tu y Ouais. arrives? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Et vraiment, je pense que le truc de séparer pro et perso quand on est entrepreneur, c'est une fable. Mhm. Genre, ça n'existe pas. C'est ta boîte, c'est ton projet. Genre, tu te lèves, tu manges, etc. ton projet. Et c'est, t'as aucun moyen de faire une séparation. Et même encore aujourd'hui, je ne fais pas de séparation entre ma vie pro et ma vie perso. C'est-à-dire que si ça se passe mal au taf, c'est infernal dans ma vie perso. Et si ça se passe mal dans ma vie perso, c'est infernal pour mon taf. Euh, mais c'est normal et je pense que tout entrepreneur ne doit pas forcément essayer de dire ok, hop, je sépare, work-life balance, etc. Si tu veux ça, tu ne deviens pas entrepreneur. Genre, c'est aussi simple que ça. Euh, et donc voilà, et on ne sépare rien, mais c'est ça qui fait aussi, entre guillemets, notre force en tant que personne, c'est de dire, ben, comme je pense tout le temps à Bean, euh,
je pense tout le temps à Bing. Et donc, ça me permet d'avoir plus de bonnes idées. Tu vois. Ouais, ça c'est clair. Comme tu dis, tu te lèves, tu penses à ton projet, tu es dans ta douche, tu penses à ton projet. Enfin, en permanence, mais au final, c'est peut-être dans les moments où tu n'es pas au taf à ton bureau, mais justement dans ta vie, à n'importe quel moment, que tu vas avoir les idées que tu vas mettre après en application. Quoi. De ouf. Mais ça demande des sacrifices. Et ça, faut en être conscient. Tu vois, genre, j'ai moins vu mes potes. J'ai dû me séparer de copines à cause du taf. J'ai dû, des fois, j'ai pas pris de vacances pendant 3 ans, tu vois. Et genre, même quand j'étais avec ma famille, j'étais sur mon ordi, et c'était là, bah, super, merci Thomas, genre, on passe pas de temps ensemble, etc. etc. Donc, c'est des sacrifices, c'est plein de sacrifices. Faut juste que tu sois, entre guillemets, à l'aise avec ces sacrifices-là, que tu les acceptes et que tu n'essayes pas de tout avoir. Parce que si tu veux vraiment une vie perso équilibrée, encore une fois, tu ne deviens pas entrepreneur. Parce que ton projet, tu lui donnes pas toutes les chances de réussir, quoi. Et d'où vient, tu penses, ton énergie et ton ambition qui te permet, quand tu es en vacances en famille, aller sur ton PC plutôt profiter, ou quand tes amis te disent allez viens, on sort ce soir et on va boire une chope, tu dis non, moi je taffe. Ouais. D'où ça vient, tu penses? Alors, au-delà de l'envie, c'est surtout la nécessité. C'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs à gérer, tu as tellement de problèmes à régler tout le temps, que ben, tu n'as pas le choix. Oui, mais parce que tu es dedans, mais tu aurais aussi pu dire je laisse tout tomber, c'est pas pour moi et je rentre dans le salariat. Ouais, mais je pense que je suis pas construit comme ça. Et je pense qu'il y a plein de trucs et il faudrait que j'aille faire une thérapie pour te sortir une réponse qui tienne la route, tu vois. Mais je pense qu'il y a plein de trucs de mon enfance, de ma famille, etc. Même de moi vis-à-vis de moi-même, où je me dis, j'ai pas envie de lâcher, j'ai pas envie d'abandonner, j'ai envie de pouvoir montrer que j'y arrive. Et en fait, pouvoir montrer que j'y arrive, ben, c'est l'influence. Et comme l'influence, c'est moi, tu vois. Et Boris, évidemment, mais d'un point de vue perso, genre, il y a un peu il n'y a pas vraiment de dissociation entre ton projet et toi en tant que personne. Ben, tu dis, si Binfluence rate, en fait, c'est moi qui rate. Ouais. Et j'ai pas du tout envie de rater. Genre, je déteste perdre. Donc, et tu l'aurais vécu comment, tu penses? Ou tu peux peut-être encore... Ouais, on peut toujours le vivre, même si on est bien parti. Je pense que je l'aurais vécu affreusement mal. Tu vois. Et pour revenir un peu à cette notion de l'échec est mal accepté en Belgique, dont on parlait tout à l'heure, c'est important parce que je pense qu'un gros problème de valoriser trop l'échec, c'est de refuser que l'échec peut faire mal. Alors que l'échec, ça fait toujours mal. Et quand tu mets autant d'énergie, autant d'implication, que tu te mets vraiment en avant devant littéralement toutes les personnes que tu connais, etc., pour ton projet, que ton projet il rate, la chose la plus horrible que tu peux entendre, c'est « Ah, ben c'est pas grave. T'inquiète, t'as raté, c'est pas grave. » Non, c'est hyper grave, c'est horrible, tu vois. Et nous, on aurait arrêté, on aurait raté, j'aurais été dévasté, je pense. Tu vois. Et Boris aussi. Donc, voilà. Et vous aurez relancé une boîte, tu penses, ou vous aurez... tu as, et même c'est une question annexe aussi, est-ce que tu as l'envie à un moment d'aller ailleurs, de lancer d'autres boîtes Ouais. Je pense que, tu vois, si ça s'arrêtait aujourd'hui, pour une raison qui n'est... Enfin, et ça serait pas de notre volonté à nous, je serais suffisamment confiant de ce qu'on a réussi à faire pour me dire, ok, on rate, c'est horrible, mais j'ai suffisamment appris et j'ai suffisamment de victoires auxquelles je peux me raccrocher pour relancer quelque chose d'autre. Pas sûr que tu m'aies posé la question il y a 1 an, je te réponds la même chose. Et il y a 2 ans, certainement pas. Tu vois, je pense que j'aurais dit non, c'est horrible, c'était ma seule chance, j'ai raté, et maintenant je vais faire 10 ans de salariat parce que j'ai besoin de repos. Si, et on touche du bois, l'aventure Binfluence se termine bien, c'est sûr à 1000% que je relance un truc. Tu vois. Et là, qu'est-ce qui te pousse à continuer maintenant? Qu'est-ce qui te donne encore cette énergie-là maintenant, sachant que les prévisions là, pour 2023, c'est entre 4 et 5 millions de CA, si je ne me trompe pas. Vous avez plus de 30 employés. Ben, si vous revendiez maintenant, tu pourrais vivre un peu dessus, lancer une boîte. Qu'est-ce qui te donne l'énergie là maintenant? Tu veux encore aller plus loin avec Binfluence avant de la revendre? Ou c'est peut-être même pas l'objectif de revendre? Ou qu'est-ce qui te pousse là maintenant à continuer en fait? Ouais, bonne question. Plein de trucs, on n'est pas arrivé à destination. Tu vois, on n'est pas aujourd'hui la meilleure agence d'influence en Europe. Et nous, c'est vraiment notre objectif. Et c'est pas un truc qu'on a écrit sur un mur dans le bureau et qu'on oublie. Tu vois, c'est vraiment ce qui nous drive au quotidien, ce qui drive l'équipe au quotidien. Donc, tant qu'on n'y est pas, ben, on n'a pas envie de s'arrêter. Parce que pour nous, on n'a pas gagné. Et on a envie de gagner. Donc voilà. Après, c'est clair que Binfluence, sauf dinguerie, on n'amènera pas en bourse, parce que les boîtes d'influence, ça ne va pas en bourse. Et à un moment,
peut-être qu'on en aura marre, ou peut-être que ça sera la bonne occasion d'intégrer un groupe plus grand pour atteindre notre objectif, tu vois, de manière peut-être plus rapide ou plus structurée, ou etc. Mais de nouveau, c'est des questions quasiment philosophiques et de choix de vie, de dire, ok, ben, on lâche notre projet, il faut que les conditions elles soient bonnes, il faut que les personnes à qui on lâche le projet, ben, elles soient bonnes et qu'on leur fasse confiance, il faut que nous, on accepte que ça devienne plus complètement notre projet. Euh, voilà, tu vois, c'est plein de questions comme ça, et on a déjà reçu des propositions qu'on a refusées. Un jour, il y aura certainement une proposition qui collera à nos attentes et qui nous donnera envie d'accepter. Et ce jour-là, ben, on fera pour les bonnes décisions, quoi. Et tu parlais de l'équipe. Comment justement vous parvenez même avec Boris, à transmettre cette énergie-là, cet objectif-là, les valeurs de Binfluence que vous vivez depuis le départ de l'aventure. Ça ne doit pas être évident de les transmettre là maintenant avec plus de 30 employés. Vous avez recruté plus de 10 employés l'année dernière. Ouais. Cette culture de boîte-là, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident et on n'a pas la solution à cette question. Voilà, c'est encore un truc, tu vois, qu'on apprend un peu sur le tas et on teste plein de choses. Je pense qu'il y a le fait que on les incarne, Boris et moi, ces valeurs, et dans le quotidien, dans le travail, dans notre manière d'être et de se comporter avec la team. Donc, tu vois, ça diffuse un peu comme ça. Et puis au-delà de ça, ouais, je sais pas, on les drive, quoi. Mais tout le monde est drivé. Tout le monde est drivé. Alors, ceux qui sont avec nous depuis le début, ça c'est clair, et c'est trop bien. Et ceux qui sont arrivés un peu plus récemment, ben ouais, on les prend dans le moule et on fait en sorte que le moule qu'on leur propose leur convienne. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de voir au moment du recrutement, des entretiens, etc. Et puis, une fois qu'ils rejoignent l'aventure, on essaye de les responsabiliser au maximum et de transformer notre aventure en leur aventure également. Et c'est clair que il y a plein de moments où on se dit punaise, la culture elle part dans tous les sens et c'est du grand n'importe quoi, mais c'est peut-être aussi notre culture à nous, la culture un peu du chaos. Nous on aime bien bosser dans le chaos et les gens avec qui les gens de la team acceptent aussi très bien ce chaos. C'est peut-être ce qui nous définit. Mais voilà, on n'a pas de culture radicale et extrême comme peuvent l'avoir d'autres boîtes, parce que déjà ça ne nous correspond pas à Boris et moi, donc je pense qu'on se sentirait pas bien dedans. Et puis parce que pour l'instant ça marche comme ça, quoi. Ouais. Et quels sont du coup, tu parlais du recrutement, les critères pour le recrutement, ce que je sais pas, et peut-être que je me trompe, mais au niveau des écoles, j'ai pas l'impression que ça soit le critère principal, mais je me trompe peut-être. Mais du coup, comment est-ce que tu vas retrouver justement le bon élément à la bonne place dans la team qui saura vraiment bien s'intégrer et représenter Binfluence avec les valeurs que Binfluence a, quoi. Alors, ça dépend un peu du poste pour lequel on recrute. Il y a des postes sur lesquels on avait besoin de personnes expérimentées, de seniors qui avaient déjà vraiment tu vois, des expériences en agence, etc. Et donc, on les a recrutés sur base de leur expérience, de leur expertise et surtout sur base de l'humain. Et après, il y a des postes sur lesquels on n'a pas forcément besoin d'expérience. Et là, on regarde absolument pas l'école. C'est-à-dire que nous, on a une de nos employées, donc Laurane, qui est maintenant chef d'équipe de 5 personnes au sein de la boîte. Elle est venue chez nous à travers un stage alors qu'elle faisait des études de tourisme. Tu vois. Et maintenant, elle est une des responsables de la team. Donc, l'école, on s'en fout. Les études, on s'en fout. Et ce qu'on regarde vraiment, c'est l'humain derrière. Donc, la détermination, la motivation, tes soft skills, comment tu te comportes, qu'est-ce que tu dégages, tu vois, comme énergie, etc. Tes valeurs, évidemment. Et puis, est-ce que tu as faim, quoi. Est-ce que tu es déterminé, est-ce que tu as la dalle. Et nous, c'est des gens comme ça qu'on veut. Et voilà. Et après, les skills, hard skills, ça s'apprend. L'industrie, ça s'apprend. Et voilà, quoi. Okay. Je te rejoins totalement dans ce que tu dis là. Et je pense qu'on se dirige de plus en plus vers ces critères-là, du moins dans ce monde plutôt start-up, qui attend beaucoup plus de la personne que des études en elles-mêmes. Mais je voyais d'ailleurs, c'est peut-être une question aussi à part, mais dans un article de l'ULB, tu dis mais à Solvay, on nous apprend pendant 5 ans à faire de l'audit. À l'ULB même, tu leur dis ça. Et comment tu oses, entre guillemets, enfin, oser, c'est beaucoup dire, mais leur dire à eux, mais on nous apprend pendant 5 ans à faire de l'audit, au final,
comment ça se fait? C'est peut-être parce que maintenant tu dis, bah, regardez un peu ce que j'ai fait. Ouais. En fait, je leur ai juste dit la vérité. Et à Solvay, à l'époque, faire de l'audit, bah oui, tu vois, c'était trop bien. Et ça l'est encore pour tout un tas de personnes. Et vraiment, je crache pas sur l'audit ou le conseil. Ça convient à des gens et très bien, tu vois. Mais c'est juste qu'à l'époque, on était un peu une exception. Et maintenant que, de nouveau, l'entrepreneuriat, ça rentre plus dans les mœurs, etc. Genre, Solvay, voilà, ils kiffent, tu vois. Genre, trop bien, Binfluence, etc. Ils mettent en valeur des entrepreneurs et on n'est pas les seuls. Il y a, tu vois, Sortlist, tu as plein de maintenant d'entrepreneurs qui sortent de Solvay, qui sont sortis de Solvay, qui font des très belles boîtes, et tant mieux. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de direct. Voilà. Donc, je dis à mon alma mater ce que je pense, et mon alma mater, il l'accepte ou il le refuse. Là, ils l'ont accepté, tu vois, ils ont fait un article, donc tant mieux. Mais voilà. Ok. Et on peut aussi parler de ça au début du projet. Vous avez été accompagné par un incubateur, Ouais. le Start Lab, Ouais. de Solvay, justement. Ouais. Ça vous a beaucoup aidé au départ. Est-ce que, quel retour est-ce que tu fais justement par rapport à l'incubateur pour certaines personnes peut-être qui nous écoutent et qui veulent lancer leur projet? C'est une bonne solution ou pas? Ouais. Ça nous a beaucoup apporté le Start Lab, mais pas de manière hyper visible. Alors moi je m'entends hyper bien avec le Start Lab, je les adore, mais on a aussi été très critique de l'accompagnement qu'on avait pu recevoir, que ce soit des coachs qui n'étaient pas les bons pour nous, que ce soit des masterclass qui ne faisaient pas énormément de sens pour nous, etc. Mais par contre, ce qu'on a reçu, et ce qui est une valeur quasiment inestimable, parce que sans Start Lab, on n'en serait pas là aujourd'hui non plus, c'est un endroit où notre ambition, nos idées et parfois notre folie étaient acceptées et valorisées et encouragées, ce qui n'était pas le cas à Solvay, tu vois, dans les cours. Donc on l'a retrouvé au Start Lab. C'était des personnes qui étaient hyper à l'écoute et qui en fait nous poussaient à ne pas baisser les bras et à y aller, etc. et nous donner les armes qu'ils pouvaient. Et surtout, c'était les autres entrepreneurs. Moi, on a eu la chance immense d'avoir je sais pas comment appeler ça, genre une cohorte avec d'autres boîtes qui étaient trop bien, on s'entendait trop bien ensemble et on se poussait les uns les autres. Tu vois, on allait tous au bureau, on bossait comme des dingues, on se soutenait, quand c'était dur, on disait de pas lâcher, etc. Et ça te pousse quand tu es avec des gens qui sont aussi ambitieux que toi, à continuer à l'être et à vraiment essayer d'aller au bout des choses. Et donc ça, c'était trop bien. Je pense que là, tu soulèves un point important, c'est l'importance de l'entourage. Ouais, si je prends un exemple, je m'entoure beaucoup dans mes meilleurs amis d'entrepreneurs. Et c'est quelque chose qui me drive au quotidien et c'est ça qui me donne aussi l'énergie d'avancer. C'est parce qu'il y en a un qui a une nouvelle exceptionnelle et du coup, tu es là, ouais, trop bien. Et du coup, tu as envie aussi d'avoir de bonnes nouvelles. Et est-ce que toi, du coup, tu t'es toujours aussi entouré d'entrepreneurs et de personnes dans cette même folie et ambition? Et est-ce que ça a eu cet impact, un énorme impact sur toi? Alors non, tu vois, tous mes potes les plus proches sont pas entrepreneurs, bizarrement. mais parce que on s'est connus aussi avant que je le devienne moi, donc voilà, et c'est des potes qui ont toujours, même si au début ils se foutaient un peu de moi, maintenant ils comprennent, ils me soutiennent, etc. Donc c'est trop cool. Mais par contre, aujourd'hui, je vais beaucoup plus facilement vers d'autres entrepreneurs, évidemment, parce que plus de points communs, une meilleure compréhension de ce que tu traverses. Et alors, d'un point de vue relationnel, ma copine est aussi entrepreneur, et ça règle plein de problèmes. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu comprends, on se comprend l'un l'autre, etc. Après, ça, c'est des avantages. C'est-à-dire que quand on est tous les deux au fond du trou, il y a personne pour remonter l'autre et c'est infernal. Mais oui, mais je pense que c'est aussi important de garder l'esprit ouvert et de pas trop s'enfermer dans l'entrepreneuriat qui a ses défauts, qui a voilà, un peu ce concours de moi je suis le meilleur, moi je fais ça, etc. Donc, s'entourer d'entrepreneurs, oui, mais avec lesquels tu es suffisamment à l'aise pour parler aussi de tes échecs, de tes difficultés, etc. Ce qui était le cas au Start Lab. Et après, garder aussi des gens qui ont complètement une vision extérieure à tout ça pour te permettre de prendre des fois un peu de recul et de se dire, ok, genre... c'est clair. Voilà. Et avoir aussi, que ce soit dans sa famille, tu parlais de ta famille qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, ça peut avoir ses inconvénients.
mais je trouve que ça a aussi ses avantages parce que ça permet de faire découvrir aussi à sa famille un autre monde et ça permet d'avoir un regard complètement extérieur sur ce que tu fais et ça je trouve que c'est aussi une richesse de dingue. De ouf. Après, il faut pas trop écouter ta famille, ça n'est pas entrepreneur. Ça, c'est un conseil, vraiment, s'il y a un conseil à retenir de tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est la seule personne que tu dois écouter dans ton aventure, c'est le marché. Il n'y a que lui qui décidera si ton projet tient la route ou pas. Genre, tes potes, ils en savent rien. Tes potes entrepreneurs, ils en savent rien. Tes mentors, des fois, ils en savent rien. L'incubateur, il en sait rien. Ta famille, elle en sait strictement rien. Et donc, il faut réussir à filtrer, mais vraiment de manière extrême, tous les conseils, les remarques, les reproches, etc. que tu vas recevoir de ton entourage et te dire, moi, je suis convaincu par quelque chose, profondément. C'est pour ça que je lance une boîte. Parce que si je ne suis pas convaincu, ben, je ne me casse pas le cul à lancer une boîte. Et cette conviction, peut-être qu'elle n'est pas encore acceptée par la majorité, peut-être qu'elle n'est pas encore comprise comme elle devrait l'être, etc. Et ce que je dois faire, c'est me confronter au marché qui est toujours, tu vois, dans les temps, etc. et qui va te dire, en fait, ouais, ton idée, elle tient la route. Ouais. Et donc, vas-y, continue, let's go. Et au fur et à mesure, les gens vont comprendre. Ou ton idée, elle tient pas la route. Et alors, ben, il est peut-être temps, enfin, il faut en changer, tu vois. Il faut être radicalement honnête avec ce que le marché te renvoie. Si le marché, il te dit, genre, ça tient pas la route, ben, genre, ça tient pas la route, tu vois, elle change, en fait. Justement, par rapport à ça, c'est exactement ce qu'on parlait en off aussi. C'est, du coup, on rejoint ça, c'est l'importance d'aller confronter au plus vite le marché. Ouais, au plus vite. On parlait de, ouais, moi j'attends la bonne idée. Ouais, non, je suis pas sûr, c'est pas encore parfait. Ouais, j'ai une idée, t'inquiète, je vais la lancer un jour. Vas-y, en fait. N'importe quelle idée, on peut la tester très rapidement. On en parlait avec Antoine lors des derniers podcasts. On peut la tester hyper rapidement, mais vas-y, va te confronter au marché. Et là, tu auras les retours concrets du marché. C'est beau les études de marché, c'est chouette, il en faut, surtout pour des. Mais confronter au marché, vraiment. Pour après, ben, du coup, adapter le projet. Et regarde, si on prend l'exemple de Beanfluence, c'est l'exemple parfait. Vous aviez votre idée d'app et tout. Vous avez vite vu que le marché, bon, c'était peut-être pas le top. Mais au moins, l'idée est lancée. Et une fois que tu as fait le premier pas, derrière, en fait, c'est naturel de faire évoluer le projet pour qu'en fait, il garde la tête hors de l'eau et qu'il évolue, quoi. Ouais, carrément. Après, se confronter le plus rapidement possible au marché, oui. Mais il faut pas y aller tout nu, quoi. Tu vois, genre, faut aussi préparer un minimum, un truc qui tienne la route, qui te paraît cohérent, qui est excitant pour ton client, ton utilisateur potentiel. Et là, tu y vas. Et puis, tu vas te prendre des retours, tu vas pouvoir affiner, etc. Mais si tu y vas en disant, oui, je veux lancer, je sais pas quoi, un nouveau téléphone, et que, tu vois, je suis là, comme ça, devant toi, et ben, tu vas me dire, t'es qui, tu vois, genre, non, il est où le téléphone, ils sont où les mock-ups, etc., etc. Donc voilà, donc faut trouver un bon équilibre, mais il faut y aller rapidement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, on parlait de l'importance de l'entourage qui peut te motiver. Est-ce que toi, tu as eu sinon des inspirations de personnes vraiment qui t'ont inspiré? Ça, même dans ton entourage, ça peut être ton entourage aussi. Mais ou des inspirations de personnalité. Ouais, alors d'un point de vue personnel, j'ai eu plein d'inspirations de mon entourage, mais c'est des trucs qui sont personnels, tu vois, enfin propres à moi plutôt. D'un point de vue business, je trouve qu'il y a un vrai déficit d'éducation en Belgique sur l'entrepreneuriat. Et nous, et particulièrement moi, j'étais biberonné à ce qui se passait en France à l'époque. Genre The Family et Oussama, Amar. Ok, il y a plein de trucs qui n'ont pas été, etc. Si tu prends un peu de recul, c'est quand même genre une boîte qui a boosté l'écosystème entrepreneurial, genre la motivation d'entreprendre, l'envie d'entreprendre, etc. Et moi, sans les vidéos de The Family, j'aurais jamais lancé une boîte. Genre, je ne me serais jamais dit, c'est cool d'être entrepreneur. Donc voilà, tout ce qu'a fait Y Combinator aux US, avec les ressources en accès gratuit, etc. Trop bien. Et voilà, et après, comme je te dis, le Start Lab dans le sens, punaise, une structure qui accompagne notre projet, en tout cas qui l'accepte, et d'autres personnes qui sont dans la même veine que nous, et on va voir ce que ça donne. T'as lu un peu, toi, des livres? Ouais, j'ai lu full. Ouais. Et des livres entrepreneuriaux, du coup? Ouais, tous les classiques, 0 to 1 de Peter Thiel, Lean Startup, etc. Après, alors, tu vois, c'est des concepts, est-ce que je les ai appliqués? Non, je pense pas, ou peut-être inconsciemment. Mais en tout cas, ça te nourrit. Et pareil, ça infuse en toi et tu te dis, ok, il y
y a moyen de le faire. Ouais, complètement. En fait, quand je lis, c'est même pas le contenu qui est le plus intéressant, mais c'est les réflexions que ça va t'amener, je trouve. Ouais. Et donc, en fait, tu as quelque chose qui est écrit qui n'a peut-être même pas été écrit pour te faire réfléchir de cette manière-là, Ouais. mais toi, tu l'interprètes de cette manière-là et ça te fait penser à un nouveau projet, à un nouveau... Ouais. Je prends un exemple, c'est un livre qui m'a donné envie, c'est un livre de Stan Leloup, Ouais. qui m'a Mon Empire dans mon sac à dos, qui m'a donné envie de lancer la boîte, ou en tout cas, Voilà. j'avais déjà l'envie avant, mais c'est ça qui m'a donné le projet et l'idée, et en fait, c'est ça qui te donne les réflexions, qui n'était pas mis dans le livre, tu vas lancer et le code. Mais de ouf, et t'as raison, et je pense que lire aussi des biographies d'entrepreneurs vraiment de ouf, ça te motive, quoi. Tu vois, la biographie de Elon Musk pré-Twitter, voilà, trop ouf, la biographie de Steve Jobs, incroyable, etc. C'est des choses qui te motivent, qui te donnent envie. Et aujourd'hui en France, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui prennent la parole, tu vois, qui font un peu ces exercices de raconter leur histoire et motiver. Et en Belgique, il y a des entrepreneurs de ouf, mais pour l'instant, trop peu prennent la parole. Et donc c'est pour ça que ton initiative est trop bien, mais au-delà de ça, tu vois, ils devraient raconter leur aventure sur LinkedIn, ils devraient écrire un livre, tu vois, pourquoi pas. Genre, il y a des gens, ils ont vécu des aventures, genre Fabien de Odou, c'est ouf, et je pense que ça pourrait inspirer mais des milliers de jeunes en Belgique à faire pareil, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi, et en fait, le gros problème de ça, on en parlait tout à l'heure avec les influenceurs, mais en fait, c'est un peu la même chose ici, c'est qu'on met beaucoup de lumière sur les entrepreneurs devant la tour à Dubaï. Je suis pas contre ça, mais c'est pas ça l'entrepreneuriat, ou du moins c'est pas que ça l'entrepreneuriat. Et le problème, c'est que eux font beaucoup parler d'eux, et encore une fois, c'est très bien et j'ai pas de souci contre ça. Mais c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est cette volonté de dire mais l'entrepreneuriat c'est bien d'autres choses, et lancez-vous et allez-y, et il y a moyen de faire des choses chouettes et de se faire kiffer à fond dans l'entrepreneuriat. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas encore assez développé, encore plus en Belgique, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi la mentalité alors franco-belge, mais si tu veux être entrepreneur, ça veut dire avoir une envie de conquête, ça veut dire avoir à un moment une envie de reconnaissance, de gloire, tu vois, t'as un ego, t'as envie d'être le meilleur dans ce que tu fais, t'as de l'ambition, et tout ça, c'est des adjectifs qui sont pas encore hyper valorisés, tu vois, en France et en Belgique. Quand on dit que quelqu'un est ambitieux, souvent la première interprétation, ça va être ouais, c'est péjoratif, tu vois, il a les dents qui rayent le parquet. Il a envie de conquérir un marché, oula, pour qui il se prend, tu vois. Mais pourtant, c'est intimement lié à l'entrepreneuriat. Il faut juste que les gens l'acceptent, et faire parler des entrepreneurs aussi de cette manière-là, ça permet de démystifier un peu tout ça et de dire ouais, moi j'ai de l'ambition. Ok, en fait, je suis pas un connard. J'ai juste de l'ambition. Et je peux utiliser mon ambition pour mettre en place un projet qui tient la route. C'est ça. Et je peux aller la nourrir, je peux l'accepter, et je peux créer quelque chose de parfois exceptionnel sur cette base-là. Et justement, pour cette personne qui là écoute le podcast et ressent cette ambition-là, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière parole pour... Dernier mot, à part le classique de vas-y, lance-toi. Non, mais je pense ne pas avoir peur, même si ça fait très peur. En fait, c'est même pas ne pas avoir peur, c'est accepter ta peur, te dire que ta peur, elle est là, tu vas rien pouvoir y faire, et donc il faut juste y aller pour le coup. Ça va être dur, ça va être putain de dur. Il y a 9 chances sur 10 que ta startup, elle dépasse pas les 3 ans. Et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais tu vas apprendre énormément. De 1, tu as besoin de l'autorisation de personne aujourd'hui pour te lancer. Ça, c'est important aussi, tu vois, t'as pas besoin de l'autorisation de tes parents, ni de tes potes, ni de tes profs, etc. Genre, si t'as une idée, tu réfléchis, tu fais une présentation dégueulasse comme nous, tu la confrontes au marché, et puis tu verras bien ce que ça donne. Donc, voilà, lance-toi, et pour les jeunes, évidemment, chacun ses expériences personnelles et sa situation, mais si tu as la chance d'être genre dans des études avec une famille qui peut à peu près subvenir à tes besoins, il n'y a pas meilleur moment pour se lancer. T'as pas de crédit, t'as pas de famille, t'as pas de responsabilité pro, tu dois aller en cours, et encore, t'as même pas besoin forcément d'aller en cours. T'es né avec internet, donc tu comprends tous ces codes-là. Et en fait, comme t'es jeune, il y a plein de gens qui vont pas te prendre au sérieux, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui vont justement plus accepter parce que tu es jeune et ils ont envie de te soutenir. Donc vas-y, lance-toi, puis tu verras bien.
Magnifique, je pense que c'était la meilleure conclusion qu'on pouvait donner de ce podcast. Un tout trop grand bien. merci à toi d'être venu ici. Merci Germain, c'était Et trop à cool. bientôt pour le prochain podcast du coup. Ouais. Merci à toi.